Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, je suis restée à la maison et j'ai lu, et ça, franchement, ça fait plaisir, d'autant plus que j'ai lu quand même en tout cas un livre qui était pas mal, mais ça je vous en parle dans mon précédent vlog, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Vous le trouverez comme d'habitude dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas, à cliquer pour aller le voir, pour découvrir quel est le livre que j'ai aimé lire ce week-end. Et sinon, je vous l'ai dit également dans mon précédent vlog, mais le livre que je suis en train de lire, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Je vais d'abord faire un résumé avant de vous donner le début de mon avis, parce que je n'ai lu que 88 pages, voilà, j'ai pas lu beaucoup. Alors, dans ce livre, on va suivre trois filles, trois filles qui font partie d'une même famille. On a la maman qui s'appelle Gail et les deux filles qui s'appellent Ella et Samantha. Alors Gail, elle, c'est une working girl qui s'est faite toute seule, qui ne vit que pour le travail, il n'y a rien d'autre, les émotions, machin, bidule, chouette, elle connaît pas. Elle, c'est vraiment une fonceuse, une travailleuse, une bosseuse. Un jour, malheureusement, à la suite d'une interview, elle va être victime d'un accident et elle va demander, quand on l'emmène à l'hôpital, si c'est possible d'appeler ses filles pour qu'elles viennent pour les prévenir. Et donc, son entourage est un petit peu surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'elle avait des filles. Et en fait, si, elle a deux filles, donc Samantha et Ella, mais le problème c'est que ça fait 5 ans qu'elles sont brouillées, qu'elles ne se parlent plus du tout. Alors, Ella et Samantha et leur maman, parce que les deux sœurs sont vraiment très fusionnelles, très très proches l'une de l'autre, etc. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a eu une rupture entre les deux, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais voilà, on sait qu'à un moment donné, elles se sont disputées et ça fait 5 ans qu'elles ne se sont plus vues ni parlé. Donc du coup, l'assistant de Gail va appeler Samantha, la fille aînée, qui du coup apprend la nouvelle, prévient sa sœur, etc. Et elles vont décider d'aller rendre visite à leur maman qui habite donc à New York et qui est hospitalisée là-bas. Voilà moi où j'en suis. Après, en lisant en diagonale la 4e de couverture et puis surtout en lisant le titre de ce livre, on se doute bien qu'on va quitter les États-Unis pour aller dans les Highlands. Et on se doute que cette histoire va prendre peut-être les allures d'une comédie de Noël, peut-être même une comédie romantique de Noël. Mais en attendant, là où j'en suis, donc à 88 pages, c'est pas encore le cas. Là, pour l'instant, la maman, elle est à l'hôpital et les deux filles vont lui rendre visite, mais on parle pas encore d'Écosse, enfin voilà, bref. J'avoue que je sais pas trop, en fait, pour l'instant, j'accroche pas. En vrai, déjà, je trouve que les chapitres sont relativement longs. Ils font plus ou moins 20 pages, donc un chapitre 20 pages. Moi, je trouve ça un peu long. Et puis surtout, en fait, je trouve que le caractère de la maman de Gail, j'ai du mal à accrocher avec elle. Alors, j'aime bien le côté fonceuse, working girl, etc. J'aime bien cette mentalité de gagnant, de fonceuse, etc. Mais je la trouve hyper redondante dans ses propos. Et je la trouve un petit peu pas très connectée en fait avec le quotidien et avec les émotions tout court. Elle a aucune émotion, aucune empathie. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage que je trouve un peu bizarre, un peu particulier. Et donc du coup, forcément, j'ai du mal moi à accrocher en fait avec elle. J'ai du mal à entrer en empathie. J'ai du mal à juste la suivre parce qu'elle m'exaspère un petit peu. Et puis Samantha et Ella, donc les deux filles, je sais pas, je suis pas convaincue, voilà, par cette histoire. Autant je trouve que la narration est bien, enfin c'est bien écrit, ça se lit vite, etc. Mais je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Je saurais pas trop dire pourquoi, je pense que c'est peut-être le contexte familial, le fait que les personnages ont un petit peu des caractères chelous, enfin voilà, mais je sais pas. J'accroche pas, donc je vais laisser une dernière chance. Non, je vais laisser encore une chance à ce livre-là. Là, nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 8 décembre. Donc, qui dit lundi, dit petit bain, routine skincare et lecture dans le bain. Donc, forcément, je vais l'avancer. Je pense que je vais bien l'avancer ce soir et peut-être demain. Et alors, en fonction de comment évolue l'histoire, de comment... voilà. Je vais pas abandonner maintenant, mais peut-être que si d'ici, allez, je sais pas, une centaine de pages, je n'accroche pas plus que ça ou je le sens pas,
franchement, je vais pas pousser mamie dans les orties, quoi. Je vais pas m'affliger encore une lecture où je vais mordre sur ma chic pour arriver au bout du bouquin et finalement passer un mauvais moment de lecture. Parce que là, dernièrement, c'est pas folichon, hein, les livres que j'ai lus. Donc, bah écoutez, j'ai envie de retrouver du plaisir à lire, donc je verrai. Peut-être que je partirai sur une mise de côté ou un abandon, je ne sais pas encore. Écoutez, on verra dans le courant de la semaine, en tout cas je vous tiendrai informé. Peut-être que finalement l'histoire va prendre un nouveau tournant, qu'il va se passer quelque chose, que la magie de Noël va opérer, que je vais prendre un excellent... plutôt que je vais prendre du plaisir à lire et passer un excellent moment en lecture. Écoutez, à voir dans les prochains rushs, donc écoutez, à plus tard. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 décembre et j'ai enfilé l'un de mes plus beaux pilou pour vous faire un petit update lecture. La dernière fois du coup que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Je vous avais dit que c'était pas fifou et que je donnais une dernière chance au produit. Et je peux vous annoncer que... eh ben, j'ai décidé de mettre de côté cette lecture, voire de l'abandonner. Je ne sais pas, mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de lire ce bouquin. J'ai bien avancé par rapport à la dernière fois. Je pense que j'étais à la page 80 et des. Et là, j'ai lu jusqu'à la page 149. Mais j'en ai marre. Vraiment, je prends pas de plaisir à lire ce livre. Je trouve que les personnages sont agaçants, notamment le personnage de Gail, donc qui est cette femme self-made, businessman, working girl et tutti quanti. Mais elle est vraiment étriquée mentalement, elle a aucune empathie, elle a vraiment rien au niveau des sentiments, elle a un cœur de pierre et elle est extrêmement répétitive dans sa manière de penser et sa manière de fonctionner. Les filles, elles sont agréables à suivre. Il y en a une, elle est un petit peu faux-folle. L'autre, elle est un petit peu plus stoïque, mais profondément humaine, on le sent. Mais en vrai, j'accroche pas. Franchement, alors ok, peut-être qu'en continuant, on se doute bien que la famille va renouer des liens et tutti quanti et que ça va être vraiment chouette pour elle de se retrouver et tout va terminer sous les meilleurs auspices. Mais... non, j'ai pas envie. Franchement, là, j'ai enchaîné pas mal de lectures, bof. J'ai beaucoup mordu sur ma chic quand j'ai lu L'horloger de Jérémie Classe. J'ai enchaîné quand même des lectures qui ne me plaisaient pas. Et là, en fait, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas un mauvais livre, hein. Franchement, loin de là. Je trouve que l'écriture est hyper agréable. La narration en soi, elle est chouette. Les chapitres sont un poil longuets. Mais ça passe encore, mais c'est juste que vraiment j'accroche pas en fait aux personnages principaux et même si je sais que l'histoire va prendre un nouveau tournant, qu'elles vont partir ensemble dans les Highlands pour fêter Noël, donc Gail, Samantha, Ella, son mari et sa fille, qui va avoir une grosse réunion familiale, je me doute qu'ils vont rencontrer là-bas quelqu'un et qu'il va avoir une petite romance qui va apparaître à un moment donné. Mais j'ai pas envie de... ouais, non, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre, j'accroche pas aux personnages. Et à un moment donné, ben non, stop. Donc voilà, donc c'est solennellement que je retire le marque-page, le beau marque-page qui m'avait été offert par Sophie. Life is better with cats. Effectivement, mais les cats n'ont pas rendu better ce roman, malheureusement. Voilà, donc ça part sur une mise de côté slash abandon. Je sais pas si j'y reviendrai à un moment donné.
On verra peut-être pendant les vacances de Noël parce que cette semaine c'est ma dernière semaine de travail et puis ensuite je suis en vacances pour 3 longues semaines. Je suis en vacances, en congé plutôt. Quoique je pars quand même une semaine. La semaine prochaine je serai à Paris. Je me réjouis trop, ça va être trop bien. Une semaine entière à Paris. Ah, je vais pouvoir faire plein de musées, plein de librairies et tout ça. Ça va être trop chouette. Mais avant, bon, je dois terminer cette semaine et travailler. Enfin, terminer cette semaine. On est jeudi, donc demain, vendredi, c'est mon dernier jour. Bref, donc du coup, à voir si je retenterai ce roman peut-être pendant mes vacances, parce que bon, là, du coup, je serai à la maison, j'aurai tout le temps pour lire, quoi. Donc peut-être que le fait de pouvoir rester toute la journée à la maison et lire va, je sais pas, me donner l'élan nécessaire pour continuer ce bouquin et le terminer. Mais en attendant, j'ai préféré arrêter la torture. Oui, je suis un petit peu drama queen sur les bords, mais voilà, stop. Enough, that's enough for me. I want divertissement. I want passer du bon temps. I want aimer ma lecture et avoir envie de retourner dans le bouquin que je suis en train de lire. Donc du coup, j'ai regardé ma page, j'ai regardé un petit peu les livres qui s'y trouvaient. Et bah, vous le savez, il y a comme ça des petits auteurs chouchous vers lesquels j'aime bien me tourner quand je suis au bord de la panne de lecture ou quand j'ai vraiment marre de ce que je suis en train de lire. Et ces auteurs, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Si vous suivez mes vlogs depuis le début, vous savez, il y a Agatha Christie et il y a également Nicolas Lebel. Alors, on peut dire que 2025 fut mon année Nicolas Lebel, hein, parce que j'ai presque lu tous ses bouquins cette année. Mais franchement, vous le savez, c'est un auteur dont j'apprécie énormément la plume, énormément l'humour, énormément la manière de construire ses intrigues, d'y intégrer des thématiques sociales, avec beaucoup de documentation. On apprend plein de choses, il dénonce plein de choses, il critique plein de choses, il aborde plein de sujets voilà, de société sur différents points, comme par exemple les SDF, les migrants, etc. Bref, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Je sais que dès que je me plonge dans un de ses bouquins, je vais bien aimer. Et là, en plus, donc j'ai sorti La Piste aux étoiles, qui est le dernier livre en date, sorti chez le livre de poche. Voilà, il est sorti en novembre. Et en fait, moi, ce qui m'a motivée aussi à sortir ce bouquin, c'est qu'il est tout petit. Il fait 186 pages. Donc logiquement, je vais pas trop le traîner, je vais assez rapidement, vite, ça ne veut rien dire. Je vais rapidement, assez vite, voilà, c'est peut-être mieux. Je vais assez vite le terminer. Donc voilà, j'avais pas envie de me plonger dans un long roman, bref, j'avais envie de quelque chose de simple, rapide, efficace, avec une belle plume, une dose d'humour, qui va me faire passer un bon moment. Et celui qui réunit tous ces points, c'est donc Nicolas Lebel. Et j'ai donc sorti, je l'ai déjà dit, c'est la deuxième fois, La Piste aux étoiles. Alors du coup, de quoi ça parle ce livre? On va suivre Luc Mandoline, qui est en fait un ancien soldat de la Légion étrangère qui s'est reconverti en thanatopracteur. Voilà, donc il prépare les morts, etc. Un peu en croque-mort, quoi, voilà, pour le terme un petit peu moins scientifique. Et un jour, il va être approché par un mystérieux monsieur qui fait venir son chauffeur le prendre, qui l'emmène à Paris dans un super beau palace pour lui proposer un job, un CDD de quelques mois où il devra travailler sur la mise en... Donc, travailler en tant qu'embaumeur sur des cadavres dans le but d'exposer ces corps dans une exposition qui va faire le tour du monde, etc., itinérante. Il y avait eu comme ça, il y a quelques années, j'avais lu un article sur justement une exposition avec des vrais corps, voilà, qui avaient été embaumés, etc., qui passait un petit peu partout. Il me semble qu'elle est passée en Europe, mais je suis pas sûre. Mais bref, donc en gros, là, le monsieur qui vient voir Luc Mandoline, enfin qui a fait venir Luc Mandoline à lui, demande donc de travailler là-dessus. Donc du coup, d'avoir des cadavres tout frais, de les préparer pour pouvoir faire une mise en scène pour une exposition qui ira partout dans le monde. Et Luc va refuser jusqu'au moment où il va y avoir Interpol qui va venir le voir et lui dire, en fait, si, accepter le job, parce que c'est pas très... voilà, ça a l'air un petit peu borderline ce qu'il est en train de faire ce monsieur, donc en fait, vous jouerez le rôle d'agent infiltré, donc acceptez ce job. Luc Mandoline, c'est ce qu'il fait, et donc le voilà parti en Turquie pour travailler du coup sur des corps
dans le but de les mettre en scène comme s'ils faisaient partie d'un cirque. Et donc l'exposition s'appellera La piste aux étoiles. Et donc Luc est arrivé là-bas en Turquie et il va devoir donc travailler et jouer le rôle d'agent infiltré pour trouver le maximum de preuves pour, je suppose, faire tomber la personne à l'origine de ce projet un petit peu macabre sur les bords, voire sur partout. Ce projet macabre. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Moi, j'ai lu 68 pages donc sur 186. Ça se lit bien, ça se lit vite. Je retrouve la plume que j'aime tant de Nicolas Lebel, hyper fluide, hyper agréable, teintée d'humour. J'aime bien le personnage de Luc Mandoline aussi. Je le trouve assez intéressant. Alors bien évidemment, il n'arrive pas à la cheville, voire même au petit orteil de Daniel Merlich, bien évidemment. Mais j'aime bien ce personnage, j'aime bien un petit peu sa manière de penser, en tout cas sa manière un petit peu ironique, très souvent quand il répond aux gens. Voilà, donc je prends vraiment pas mal de plaisir et honnêtement, je dois bien vous dire, ça fait du bien. Ça fait, je pense, plus d'un mois que je lis pour dire de lire et que je ne prends pas du tout de plaisir à ce que je fais. Bon, hormis une ou deux exceptions près, comme par exemple la BD Le Château des Animaux, le tome 4, Le Sang du Roi, je pense que c'est ça. Je vois pas, mais attendez. Hop. Est-ce que c'est ça? Yep. C'est ça, Le Sang du Roi, exactement, j'avais raison. Voilà, à part peut-être les petites BD que j'avais disséminées par-ci par-là, qui m'ont fait prendre du plaisir à la lecture, sinon c'était pas folichon ces dernières semaines, voire derniers mois. Et donc là, honnêtement, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien, à quel point je suis ravie d'avoir envie de lire et d'être frustrée quand mon bus arrive à destination ou quand le soir je dois éteindre la lumière pour aller dormir parce que sinon il va être trop tard et que je serai trop fatiguée le lendemain matin. Voilà, je suis très contente d'être dans ce bouquin, d'avoir sorti donc un Nicolas Lebel. Et voilà, écoutez, j'essaye, je pense, franchement, honnêtement, je pense que je le terminerai ce week-end. Dimanche, je pars à Paris, donc j'aimerais bien le terminer avant de partir, voilà, faire mon petit trip parisien. Donc je reviendrai vers vous fin de semaine ou début de semaine prochaine, soit au Luxembourg, soit à Paris. Ce sera la petite surprise. Mais en tout cas, moi, je vous dis donc à plus tard. Je vous reprends pour clôturer cette semaine de vlog. Alors finalement nous sommes beaucoup plus tard parce que nous sommes aujourd'hui le lundi 22 décembre et c'est normalement aujourd'hui à 18h que doit sortir le vlog que je suis en train de conclure. Je n'aurais pas repris finalement la caméra entre temps parce que dimanche avant de partir à Paris je n'ai pas du tout eu le temps, voilà, sinon j'allais rater mon train. Et pendant la semaine, ma semaine parisienne, j'avoue que j'avais pas trop
pas trop envie de filmer, j'ai vraiment kiffé ma vie, j'ai vraiment kiffé mon temps à Paris. En plus, dans la chambre d'hôtel, les conditions n'étaient pas réunies pour faire un beau plan de filmage. Voilà, la luminosité de la chambre n'était pas terrible, et au niveau du son, c'était pas non plus fifou. Les seules fois où j'aurais pu sortir la caméra pour avoir quand même une luminosité agréable, c'était le matin, et je vous avoue que après... Voilà, m'être levée, avoir été faire mon sport, prendre ma douche, etc. Je n'avais qu'une envie, c'était de prendre le métro et d'aller à Paris faire mes petites expositions et le shopping. Donc voilà. Ceci explique pourquoi je ne vous aurais pas repris. Mais c'est pas grave, je vais conclure ce vlog comme si... je l'avais conclu dimanche ou lundi passé. Donc je vais vous parler des lectures que j'ai faites donc entre jeudi 10 décembre et dimanche lundi, donc 14-15 décembre. Voilà, c'est une conclusion un peu spéciale, mais écoutez, voilà. J'avais, comme j'ai dit, oui, bon, j'avais envie de kiffer ma vie, quoi. Bref, donc du coup, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de La piste aux étoiles de Nicolas Lebel, livre que j'ai terminé samedi 13 décembre. Alors, bon, voilà, je suppose que vous vous en doutez, mais c'est une lecture que j'ai bien aimée. Alors, j'ai bien aimé parce que déjà nous avons un personnage principal qui est, je trouve, hyper agréable à suivre. On est entre Daniel Merlicht d'un point de vue caractère, parce qu'il a beaucoup d'ironie ce personnage quand il parle aux gens, il a pas mal de réparties, et il a un côté également très cynique et un peu plus réservé, un petit peu à la Yvonne Chen. Donc ça, j'ai bien aimé un petit peu ce personnage qui est situé entre les deux. J'aime énormément la plume de Nicolas Lebel, j'aime énormément comment il construit son intrigue, j'aime à chaque fois qu'il ajoute dans son récit des éléments de débat au niveau de la société, surtout au moment où en fait il a écrit ce livre-là, il y avait tous les questions liées à Daesh et aux Français qui se radicalisaient puis qui partaient en Moyen-Orient pour rejoindre les forces de Daesh pour ensuite commettre des attentats. Donc il va aborder ces thématiques ici dans ce livre, il va développer tout un petit débat ou en tout cas un questionnement de société autour de cette thématique dans ce bouquin. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'à chaque fois en fait il nous immerge en fait dans une thématique et il nous fait un petit peu poser des questions, débattre un petit peu le pour et le contre de oui, ok, d'accord, bah ça c'est mal, mais pour autant doit-on réagir comme ça, machin, bidule chouette. Donc il y a toujours un petit peu ces phénomènes de société qui sont mis en avant, qui sont débattus en un sens, qui sont questionnés, et voilà, je trouve ça toujours hyper intéressant de soulever en fait un problème de société. On a également toute la question éthique et morale autour de l'utilisation de corps humains pour du divertissement. Voilà, donc ça j'ai également beaucoup aimé. J'ai bien aimé également la construction de l'intrigue. Donc on commence par donc Luc Mandoline qui est donc mandaté par Interpol pour jouer un petit peu les agents doubles auprès de la personne qui veut donc réaliser cette espèce de cirque avec des vrais corps, etc. Et ensuite, il va donc partir en Turquie. Et on va, du coup, à partir de ce moment-là, au moment où il arrive en Turquie, on va être dans un espèce de huis clos parce qu'il va être enfermé dans la demeure de ce monsieur, qui est une forteresse, qui est un ancien monastère, il me semble, en plein dans les montagnes, etc. Donc par là, ça se rapproche, je trouve, fort de Lalali. Donc Lalali qui est le 3e tome de la saga Yvonne Chen. Où on est là aussi dans un château en plein cœur des montagnes, bloqué par la neige, etc. Ici, c'est vraiment une forteresse gardée par des hommes armés, etc. Mais on retrouve un petit peu cet aspect de huis clos. Ça, j'ai bien aimé parce que ça donne une atmosphère très particulière. En plus, Luc Mandoline, comme il est agent double, il doit fournir des preuves pour Interpol, tout en faisant en sorte de ne pas se faire, avoir ou de se faire remarquer en tout cas par ses employeurs, hein. Voilà, donc ça aussi ça se rapproche un petit peu un peu de la Lali, donc j'ai bien aimé en fait de retrouver ce que j'avais beaucoup aimé dans la Lali dans ce roman-là. C'est toujours une atmosphère très particulière, les huis clos, un petit peu pesante. Moi j'aime beaucoup. J'ai bien aimé également le déroulé de l'enquête, le final, pareil. Alors je trouve que c'est quand même un roman qui est un poil rapide. C'est vrai que j'aurais bien aimé quelques pages en plus. Il fait 186 pages. Ouais, peut-être une vingtaine de pages supplémentaires, ce n'aurait pas été mal. Je trouve que ça un petit peu rapide à la fin, bien que Nicolas Lebel arrive quand même à très très bien gérer son intrigue, à vraiment nous satisfaire sur tous les points. J'aurais quand même bien aimé un final peut-être un poil
poil un petit peu plus longuet parce que je trouve que la fin est un petit peu facile, mais malgré ça c'est quand même, voilà, c'est quand même satisfaisant, c'est quand même un bon roman qui est bien construit, qui est bien mené, qui est vraiment vraiment chouette. Mais voilà, en tant que peut-être fan de Nicolas Lebel, j'aurais bien aimé juste un tout petit peu plus pour prolonger un peu plus mon plaisir. Il y a juste une chose que je n'ai pas aimée dans ce roman, c'est qu'en fait on est ici dans un roman en fait qui prend des allures de roman d'espionnage un petit peu à la James Bond, et on retrouve ici, tout comme dans les James Bond, un petit peu cette histoire d'amour entre le personnage féminin de l'histoire et le personnage principal. Donc ici c'est Luc Mandoline et la fille de son employeur, quoi. Comme dans un James Bond, on va avoir James Bond avec le personnage féminin principal, quoi. Il va à chaque fois avoir un peu une histoire d'amour, et cette histoire d'amour, potentiellement, ça peut sauver James Bond du mauvais passe ou l'aider à la progression de son enquête, etc. Là, on va avoir un petit peu la même chose. Et ce genre, en fait, d'histoire d'amour, je sais pas trop comment la décrire, mais je trouve un petit peu superficielle, où en fait tu sens que ce personnage féminin est juste là en fait pour satisfaire sur certains points notre héros, et potentiellement l'aider, oui, à avancer dans son enquête, mais bon, l'aider de manière quand même un peu superficielle, je trouve. Ça m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel, ça m'a un petit peu, je vais pas dire déçue, mais voilà, j'étais là, je fais, ouais, non, inutile. Vraiment, c'est le genre de relation entre les personnages qui est un petit peu inutile, et c'est le genre de relation qui ne me plaît pas. Quand je regarde les James Bond, c'est la même chose. À chaque fois, je suis là, allez, la nana qu'il va s'envoyer, allez, blablabla. Bref, je lève toujours les yeux au ciel dans ce genre de scénario qui est extrêmement prévisible. Mais voilà, c'est la seule petite touche, le seul petit point négatif que j'ai par rapport à ce roman. Avec, comme je le disais plus tôt, j'aurais bien aimé peut-être une fin un tout petit peu plus complexe et un tout petit peu plus, voilà, pas tirée en longueur, mais un tout petit peu plus étoffée, avoir un tout petit peu plus de pages dans ce roman pour, voilà, un peu plus satisfaire mon côté qui aime bien, voilà, les romans bien construits, bien finis, bien travaillés, etc. Et pour passer un petit peu plus de temps en compagnie de Nicolas Lebel. Voilà un petit peu pour mon avis sur La Piste aux étoiles, donc vraiment très très chouette lecture. Ce qu'il faut savoir à propos de ce roman, et je n'étais pas du tout au courant de cela avant de lire ce livre, c'est qu'en fait Luc Mandoline c'est un personnage récurrent d'une saga, et la particularité de cette saga c'est que chaque tome est écrit par un auteur différent. Et donc là, La Piste aux étoiles de Nicolas Lebel est le 14e tome de la saga qui met en scène donc Luc Mandoline, qui est cet ancien soldat de la Légion étrangère qui est devenu embaumeur, donc thanatopracteur. Et en fait, comme ça, chaque tome de la saga est confié à un auteur différent. Ici, La Piste aux étoiles, je pense que c'est l'avant-dernier, c'est le 14e tome sur 15. Je suis plus très sûre, je corrigerai ici bien évidemment si je me trompe, mais franchement, je ne savais pas que ce livre faisait partie de ce contexte d'écriture, et je trouve que l'idée est excellente. Donc vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les autres tomes de cette saga, peut-être commencer par le premier du coup pour découvrir Luc Mandoline et voir du coup comment il évolue tout au long de la saga, et voir comment les auteurs arrivent à donner de leur personnalité dans les différents romans, parce qu'ici, comme je le disais, en fait, moi, Luc Mandoline, quand je l'ai découvert, je n'avais aucune idée de qui il était, et j'ai retrouvé dans sa manière d'être, en fait, un petit peu, comme je l'ai dit au tout début, entre la caractéristique de Merlicht et d'Yvonne Chen. Mais en fait, si ça tombe, mon avis est complètement biaisé, parce que c'est parce que je m'étais dit, oui, c'est un personnage de Nicolas Lebel, donc forcément on retrouve un petit peu les traits caractéristiques de ces personnages. Mais si ça tombe, en fait, peut-être que oui, effectivement, peut-être que Luc Mandoline, à travers la plume de Nicolas Lebel, s'est transformé entre l'ironie de Merlicht et le cynisme d'Yvonne Chen, mais peut-être qu'en réalité, non, c'est un personnage qui a toujours été créé comme ça, et que tous les auteurs qui écrivent un tome de cette saga donnent le même caractère au personnage, ce qui serait totalement logique, étant donné que si chaque auteur peut apporter quelque chose de lui
dans l'histoire qu'il écrit, c'est plus au niveau peut-être de la construction de l'intrigue, des aventures que va suivre Luc Mandoline, et peut-être pas au niveau de son caractère, parce que logiquement le caractère est censé quand même rester sensiblement le même. Bon, parfois il évolue au fur et à mesure des tomes et des aventures qui arrivent au personnage principal, bien évidemment. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir si effectivement cette impression de entre Merlicht et Evenchen est due juste au fait que je n'étais pas du tout au courant, ou alors tout simplement que c'est un personnage qui a toujours été comme ça, ou si vraiment c'est un petit peu la patte de Nicolas Lebel qui a un petit peu transformé le caractère de ce personnage. En tout cas, voilà, je suis véritablement curieuse de découvrir les autres aventures, de découvrir le premier tome, de voir comment ce personnage évolue à travers les romans et comment les auteurs arrivent à quand même donner de leur personnalité dans une saga qui doit être constante, mais avec quand même des fluctuations pour permettre, je suppose, à chaque auteur de donner leur personnalité, leur façon d'écrire, leur style, leur genre également, voilà, dans la narration. Bref, je trouve que cette idée, voilà, de saga avec chaque tome écrite par un auteur différent est brillante, et voilà, ça a vraiment titillé mon intérêt, donc j'ai hâte de lire plus d'aventures de Luc Mandoline. Je vais me renseigner, j'aimerais bien commencer par le tome 1 et lire du coup la saga dans l'ordre, parce que je suppose qu'à chaque fois on fait référence au tome d'avant et peut-être que la fin évoque du coup le tome d'après, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est une bonne idée de la lire dans l'ordre, mais j'avoue que voilà, peut-être lire les livres d'un auteur qui m'intrigue ou que je connais déjà et tout, ce serait peut-être aussi une bonne idée. Bref, voilà, je suis très intriguée, je ne sais pas encore trop comment je vais aborder cette saga, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, je vais lire d'autres tomes de Luc Mandoline, parce que voilà, je suis curieuse de voir ça et de lire ça. Voilà donc pour le livre que j'ai terminé juste avant de partir à Paris. Et le samedi soir et dimanche, lors de mon trajet de train, j'ai commencé un nouveau livre que j'ai terminé depuis, mais voilà, je vais faire comme si nous étions dimanche soir / lundi soir plutôt, et vous parler de ce livre, voilà. Il s'agit de donc Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa, et donc lundi soir, j'étais aux environs de la page 149. Voilà, donc j'avais lu presque la moitié du bouquin, parce que le livre fait 280 pages, il me semble. 282 pages, voilà. Donc j'avais lu un petit peu plus de la moitié du bouquin, donc entre samedi soir, dimanche lors de mon trajet de train, et lundi lors de mon petit tea time chez Mariage Frères. Alors, pour le résumé de ce livre, on va suivre Vicky, oui, c'est ça, Vicky, qui en fait est une architecte d'intérieur qui a rénové le château de Marcilly, qui est un château qui avait été cédé à la commune. Et la commune a décidé de rénover ce château et d'en faire des chambres d'hôtes. Et donc pour lancer un petit peu le projet, ils vont inviter des hôtes de la région, des hôtes un petit peu de marque de la région. Et pour vraiment marquer l'occasion, ils vont également inviter un auteur extrêmement célèbre qui s'appelle Maxime Novak, qui est un auteur de thriller voilà, qui est hyper famous, hein. Et donc, dans l'espoir en fait que la venue de cet auteur, etc., puisse lancer l'avenir de maison d'hôtes de ce château, donc dans le petit village de Marcilly qui est en Sologne. La seule chose, c'est que après le premier repas, il va se passer des accidents quand même relativement chelous. Et surtout, Maxime Novak a disparu. Voilà, il s'est volatilisé, on ne sait pas où il a disparu, et donc il va falloir le retrouver, hein, parce que c'est un petit peu ballot si ça se sait qu'un auteur hyper célèbre a disparu lors d'une soirée voilà, dans ses chambres d'hôtes. Ça fait un petit peu de la mauvaise publicité pour ce château tout récemment mis à neuf. Et donc le policier du coin, le maire et Vicky vont un petit peu mener l'enquête pour trouver ce qui est arrivé à Maxime Novak. Voilà, alors où j'en suis donc là au chapitre 14, page 149, donc où j'en étais plutôt lundi soir. Voilà, le gros de ce que je viens de dire était déjà arrivé. Alors ce roman prend l'aspect en fait d'un petit cosy mystery. Donc voilà, on est dans un petit village, cette fois-ci en France. On a
alors certes le policier du coin qui va mener l'enquête, mais on va suivre principalement Vicky, donc qui est cette architecte d'intérieur, décoratrice, qui a refait le château à neuf, qui va en fait interroger comme ça nonchalamment les différentes personnes qui étaient présentes au château et les différentes personnes du village pour essayer de trouver des informations à propos de Maxime Novak, à propos des différents événements qui se sont passés également lors de la soirée et lors du séjour dans le château, pour essayer un petit peu de découvrir ce qui se cache derrière tous ces événements, de découvrir où est passé Maxime Novak, etc. Donc voilà, c'est vraiment un petit cosy mystery à la française qui se passe à la période de Noël. C'est assez agréable, franchement ça se lit bien, ça se lit vite, le style est alors très fluide. C'est bien écrit, mais ça a quand même ça n'a pas une qualité d'écriture égalable à la Nicolas Lebel, quoi. C'est vraiment écrit simplement. Après, voilà, c'est bien écrit, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est agréable. Les personnages sont un petit peu caricaturaux. On a la diva un petit peu alcoolique, on a l'artiste contemporain complètement perché, on a le gars, et c'est un juriste ou un avocat qui ne jure que par le droit, qui ne sort que des citations du code pénal et tout, des trucs comme ça. Puis on a Vicky qui est un petit peu la seule qui est terre à terre dans cette enquête. Donc voilà, c'est un petit peu caricatural, un petit peu cliché, un petit peu gros. Et voilà, mais bon, franchement, à la page 149... ça se lit bien, ça se lit vite, c'est agréable et franchement je prends pas mal de plaisir, j'ai pris pas mal de plaisir avec cette lecture. J'ai vraiment envie d'y retourner à chaque fois et j'avoue, je l'ai lu pendant mon Titi Time chez Mariage Frères. Et en fait, très rapidement, tu lis 2 chapitres, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est agréable. T'as envie de savoir. Après, c'est vrai que là, à 149 pages, il se passe des trucs, mais il se passe pas grand chose non plus. Voilà, donc il y a plein de petits incidents qui arrivent, mais in fine, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de fil rouge entre ces différents incidents, c'est genre plaque, 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 mis comme ça, tu te dis que c'est un petit peu des choses qui arrivent pour dire de mettre de l'action, pour dire de mettre des rebondissements, mais in fine, derrière, il n'y a pas encore d'explication, il n'y a pas encore de fil rouge qui est tiré, donc j'espère que ça se passera dans la deuxième partie. Alors je le sais déjà, mais bon, vous savez, je fais traîner le suspense pour le vlog prochain. Mais voilà, donc un petit peu pour la vie que j'avais, en tout cas lundi passé, à la page 149 sur 282, c'est ça ? 282, voilà, pour donc du coup Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa. Et voilà, écoutez, je vais arrêter mon avis ici. Et donc, allez voir le prochain vlog la semaine prochaine pour connaître donc du coup mon avis final sur ce livre. Sinon, avant de conclure ce vlog, j'ai 2 marque-pages à vous présenter parce que samedi après-midi, je suis allée au musée Jacques Marandré. Il y a dans ce musée jusqu'à je ne sais plus quand, parce que l'exposition a été prolongée, donc je vous mettrai l'information juste ici. Il y a l'exposition sur Georges Delatour. Donc Georges Delatour, c'est un peintre français, plus précisément un peintre lorrain, qui a donc vécu au XVIIe siècle et qui est connu pour ses peintures en clair-obscur inspirées du Caravage. Moi, je dois bien avouer, je suis pas une énorme fan du travail de Georges Delatour. En revanche, j'aime beaucoup son travail du clair-obscur, de la lumière et du coup de l'utilisation des couleurs. Donc je n'aime pas la manière dont il peint les gens, enfin je sais pas, je trouve que c'est un style qui ne me plaît pas du tout dans la représentation figurative. En revanche, j'admire énormément son travail de la lumière, du clair-obscur et l'utilisation du coup de la couleur pour donner ce contraste entre ombre et lumière qui sont hyper impressionnants. Donc j'avais hâte et j'avais grande envie de voir cette exposition et je suis donc du coup ravie d'avoir pu aller la voir dimanche. Et j'ai ramené lors de ma visite 2 marque-pages. Alors le premier, ça n'a rien à voir avec l'exposition Georges Delatour, c'est un tableau qui est situé dans les collections permanentes du musée, donc qui est le portrait de la marquise d'Antin par Jean-Marc Natier. Parce qu'en fait, le musée Jacques Marandré, pour
allez voir l'exposition temporaire qui est dans le musée, vous passez par les collections permanentes. Donc du coup, en fait, quand vous achetez votre billet pour l'exposition, vous pouvez aussi voir du coup les expositions, les collections qui sont tout le temps présentes dans le musée, quoi. Et donc ça, c'est assez chouette. Et du coup, moi ça, j'étais pas du tout au courant parce que c'est la première fois que j'allais au musée Jacques Marandré. Et on a pu comme ça déambuler également dans le musée et il y avait des peintures vraiment sublimes, dont du coup celle-ci qui m'avait énormément plu. Et quand j'ai vu que il y avait le marque-page à la boutique, j'ai pas hésité à la prendre. J'aime bien les teintes pastel comme ça des fleurs, du rose comme ça sur les joues de la personne. J'aime beaucoup l'habit, les petites guirlandes de fleurs, le chien. Enfin bref, je trouvais que c'était vraiment un tableau très très joli. Et voilà, du coup j'ai pris le petit marque-page en souvenir. Et pour l'exposition en elle-même, donc Georges de la Tour entre ombre et lumière, j'ai pris mon tableau préféré de l'exposition et mon tableau préféré de Georges de la Tour en général. Alors il y a plusieurs versions de ce tableau. Là il y a celui... C'est ce qui était noté sur le cartel, le plus abouti, le plus réussi, etc. Moi, de la Madeleine comme ça, en pénitence, c'est pas mon préféré, mais je trouve que ce tableau dégage une atmosphère magnifique. Il est incroyablement beau, il pousse à la méditation, il est... Bref, il est magnifique et du coup, voilà, j'ai pris le marque-page de cette peinture que j'ai préférée dans toute l'exposition et qui est l'une des mises en scène de Georges de la Tour que je préfère parmi tous les tableaux que cet artiste a peint. Voilà, donc il s'agit donc de la Madeleine pénitente de Georges de la Tour, peinte vers 1635-1640. Voilà. Donc on voit ici donc Marie-Madeleine qui réfléchit... qui médite quoi, avec sa main posée ici sur un crâne. On voit peut-être mieux de l'autre côté. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'adore dans le travail de la lumière, c'est qu'en fait, la bougie est derrière le crâne et que la lumière comme ça qui éclaire la figure, c'est surtout les reflets donc sur son habit blanc, sur son épaule, etc. Et puis le reflet sur son visage qui donne vraiment tout ce point de lumière au tableau qui est juste magnifique. Enfin bref, le traitement de l'ombre, de la lumière, du clair-obscur, c'est incroyable. Et moi, c'est véritablement ce qui me fascine chez Georges de la Tour. Voilà, j'aime pas ses figures, j'aime pas ses représentations humaines, mais en revanche, ses clairs-obscurs, on ne peut pas nier qu'il avait un talent monstre. Et c'est fascinant à voir et franchement, c'était impressionnant. Alors l'expo en elle-même était vraiment, vraiment bien. Elle est relativement petite, je pense qu'elle a 8 salles seulement. Il y a quelques tableaux qui sont présents. Il y a pas mal de répétitions dans les sujets, mais bon voilà, c'est aussi l'époque et l'artiste qui le veulent. C'était vraiment très chouette. Dommage, il y avait beaucoup de monde, donc on pouvait pas contempler j'ai pas pu contempler les œuvres d'art aussi longtemps que je l'aurais souhaité parce qu'il y a vraiment ce travail de clair-obscur qui est fascinant et vraiment certaines œuvres invitent vraiment à la contemplation, invitent vraiment à je sais pas, ça dégage une atmosphère tellement particulière qu'on pourrait vraiment rester là devant ces œuvres en se disant, je sais pas, juste à les contempler en fait pendant des minutes et des minutes tellement c'est fascinant. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi chez Georges de la Tour, c'est qu'en fait, il combine un peu la tradition italienne à la tradition hollandaise, parce que le Caravage, donc, qui est le peintre du clair-obscur, va donc illuminer de clair-obscur des scènes religieuses qu'il va mettre en scène de manière hyper théâtrale, etc. Là, chez Georges de la Tour, en fait, il va reprendre l'utilisation du clair-obscur, mais pour éclairer des scènes un petit peu plus comme dans le style hollandais, donc des scènes plutôt de genre, des scènes où il met en scène des personnages de tous les jours, des scènes beaucoup plus calmes, beaucoup plus méditatives du coup, et ces sujets, si de prime abord en fait ce sont des scènes de la vie quotidienne, on peut leur donner justement par cet éclairage de clair-obscur une aura un petit peu divine. On avait comme ça par exemple une maman qui tenait un enfant dans ses bras et la luminosité en fait faisait de cette scène presque une scène biblique en fait. En fait la personne représentée c'est pas la Vierge et Jésus, c'est une paysanne et son enfant, mais l'atmosphère qu'il va donner avec le clair-obscur va donner une dimension un petit peu plus mystique, un petit peu plus religieuse à
à la scène, et c'est ça qui est hyper intéressant en fait chez Georges de la Tour, c'est cette dichotomie entre les scènes purement religieuses qu'il va peindre et les scènes un petit peu plus profanes, mais qui auront comme ça cette aura divine, cette aura un petit peu plus religieuse par l'utilisation du clair-obscur qui invite à la méditation, à la réflexion, etc. Et ça, je trouve ça totalement fascinant. Je trouve que voilà, c'est un artiste sur ce point-là fascinant, même si, comme je l'ai dit, c'est pas les tableaux que je préfère d'un point de vue figuratif, hein, clairement non. Je suis pas très fan de ces de ces personnages représentés. Mais bon, personnage fascinant. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à Georges de la Tour, c'est qu'en fait il avait totalement disparu de la scène artistique, etc. On l'avait complètement oublié, et c'est un artiste qui a été redécouvert au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites depuis sur Georges de la Tour, et on découvre comme ça de temps en temps des tableaux qui lui sont reliés. Et c'est vraiment fascinant de voir comme ça qu'un artiste avec un talent immense est tombé un petit peu dans l'oubli, et que c'est seulement maintenant qu'on le redécouvre et qu'on le remet à l'honneur. Et franchement, c'était une chouette exposition. Donc si vous êtes à Paris et que cette thématique, cet artiste ou ce genre pictural vous intéresse, franchement, je vous recommande chaudement d'aller voir l'exposition Georges de la Tour, donc au musée Jacquemart-Andry. Et voilà, c'est sur ce petit point culture / critique d'exposition que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu les différents livres que je vous ai présentés dans ce vlog, ou est-ce que vous avez été voir l'exposition Georges de la Tour ou tout simplement le musée Jacquemart-André? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Également, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas, si ce n'est encore fait, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Et donc, en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, moi je vous souhaite comme toujours de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!